enchaîne en plateau avec notre invité, le président du pays, Edouard Fritch. Bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous. Alors, bonne nouvelle, la grève est levée. Pour autant, et on l'a vu dans un précédent reportage, ce mouvement social a impacté les professionnels du tourisme. Le pays compte-t-il les dédommager? Alors, d'abord, je souhaiterais dire bonsoir à Jean-Christophe et le remercier, le féliciter pour la conclusion de cette grève. Remercier les protagonistes qui ont participé à cette négociation et surtout, effectivement, dire aux établissements recevant des touristes qui étaient présents à ce salon que nous sommes naturellement très désolés de cet incident malheureux qui vient perturber effectivement cette montée en puissance du tourisme que nous constatons dans le pays depuis plus de 7 mois, 8 mois maintenant, et en espérant que cela n'impacte pas trop l'image de la Polynésie française à l'extérieur. Car effectivement, je comprends que c'est désagréable pour les touristes qui ont fait des réservations. Et puis, encore ceux qui passent par des agences de voyage, ils ont une espèce de responsabilité à partager. Mais ceux qui réservent par Internet, aujourd'hui, effectivement, sont très embêtés. Nous avons mis en place une cellule de crise avec le service de tourisme, le GIE Tahiti Tourisme, à l'aéroport, pour essayer de résoudre les problèmes des uns et des autres. Mais je sais que ce n'est pas suffisant, parce que quand on vient, effectivement, quand on fait un voyage comme celui-ci, aller jusqu'en Polynésie française, on n'a pas envie d'avoir ce type d'incident imprévu et qui fait que ça vient gâcher en partie ce rêve de venir en Polynésie. Donc, pour revenir à ma question, les professionnels du tourisme il n'est pas prévu en tous les cas pour l'heure de prendre en charge l'impact. Ce que je suis heureux d'annoncer ce soir, c'est qu'effectivement, pour ce qui est des pensions de famille, nous allons uniformiser le taux de TVA pour que effectivement tout le monde paye la même TVA, puisqu'ils étaient sanctionnés du fait, pour certains, du fait qu'ils n'étaient pas classés au service de tourisme. Mais donc, je vais abaisser cette TVA uniforme pour tout le monde et ça va venir un petit peu les aider face aux difficultés qu'ils reçoivent aujourd'hui. On aborde un autre sujet à présent, le sommet des îles du Pacifique qui s'est achevé avec la signature d'une déclaration par les 15 États présents dans la Polynésie. Quel bilan dressez-vous de cette séquence diplomatique historique? Effectivement, c'est historique. C'est une réunion qui a été bien préparée par les États-Unis, et en particulier le secrétaire d'État, M. Blinken. Nous avons effectivement été tous invités au titre de notre appartenance à la même organisation, le Forum des îles du Pacifique, qui depuis quelque temps a montré son unité. On ne peut pas parler du Pacifique sans prendre en compte l'avis du Forum. Et c'est ce que M. Biden a bien compris en nous invitant tous autour de la table pendant 48 heures, pendant 2 jours, où nous avons beaucoup parlé avec les États-Unis des problèmes d'élévation de température, le réchauffement planétaire, bien sûr, l'élévation du niveau des eaux, et puis dans un deuxième temps, parler de la protection de notre ressource. On veut parler des thonidés, on veut parler même de ce qu'il y a dans les sous-sols marins. Et là, les États-Unis de développer devant les responsables du Pacifique leur feuille de route pour les années à venir, qui part en fin de compte de tout ce qui est prévention en matière de cataclysme, en matière de cyclones, la prise en charge et l'accompagnement de ces pays en matière de développement durable en particulier, bien sûr, c'est à la mode, mais c'est effectif. Et puis surtout après la prise en compte des dégâts qui peuvent être subis, que peuvent subir les pays du Pacifique. Les Américains, dans un deuxième temps, nous ont effectivement parlé de la surveillance de nos zones maritimes, puisque c'est aussi à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pillages, il y a beaucoup de flottes étrangères qui pêchent dans des zones sans autorisation. Et voilà, alors, en quelques chiffres, c'est 800 millions de dollars qui sont mis sur la table pour accompagner les pays du Pacifique. C'est la construction d'un certain nombre de garde-côtes qu'ils vont déployer sur cette zone pour accompagner les pays dans leur protection de leur zone maritime. Enfin, voilà, des choses très intéressantes, effectivement, et qui a intéressé vraiment les pays du Pacifique. Ce n'était pas une négociation, c'est un échange qu'on a eu avec le président Biden.
qui a mis, il faut le dire, les petits plats dans les grands, qui nous a reçus à la Maison-Blanche. Et ça a été, je disais autour de moi, c'était féerique parce que nous avons été reçus en tant que chef d'exécutif et il a soigné vraiment l'image des États-Unis dans cette rencontre. Alors, on rappelle que ce sommet organisé à Washington se déroule sur fond de tensions entre les grandes puissances de la zone Indo-Pacifique. Pour l'historien Jean-Marc Regnault que nous avions interviewé, ce sommet montre que la Polynésie n'est plus à l'écart des conflits qui agitent les grandes puissances. Si les États-Unis sont dans une logique de bloc, la France, elle, ne l'est pas. Vous, en tant que président de la Polynésie française, quel est votre avis? Alors, d'abord, il faut souligner que la France n'est pas non plus à l'écart des actions qui sont prévues, qui sont programmées dans cet océan Pacifique, puisque vous savez que le président Macron a beaucoup parlé d'axe Indo-Pacifique et des moyens qui sont mis autour de cela pour affirmer effectivement la présence française aussi dans cette zone, que ce soit sur les moyens militaires, les bateaux qui vont être déployés. Il a parlé déjà, il y a 2 ans de cela, M. Macron a parlé des gardes-côtes dans cette zone du Pacifique. Et naturellement, les moyens financiers qui sont peut-être pas à la même hauteur que ceux des États-Unis, mais la préoccupation, elle est commune. Bon, maintenant, est-ce que effectivement il y a un problème de géopolitique là-dessous, hein? Monsieur Biden a été un peu plus clair, effectivement, on ne peut plus clair, puisque lui-même disait que nous devons affirmer notre présence dans cette zone et ne pas laisser la République de Chine se développer, ne pas laisser, parce que certains pays sont déjà sous le joug des Chinois. Je pense aux îles Solomon dernièrement, Vanuatu, d'autres pays sont en train de glisser lentement vers la République de Chine parce qu'elle met des moyens. Et il faut dire qu'elle assure sa présence dans le Pacifique. Et donc, il faut que les autres se réveillent. Et je crois que c'est ce réveil que l'on constate aujourd'hui du côté des États-Unis comme du côté de la France métropolitaine. Ces enjeux géopolitiques, nous aurions l'occasion d'en reparler puisque la Polynésie accueillera le One Planet Summit pour les îles en 2023. C'est bien ça, avec la présence d'Emmanuel Macron? Bien sûr. M. Poivre-d'Arvor, qui est actuellement en visite ici, a été nommé par le président de la République pour organiser cette grande réunion qui devrait se tenir effectivement au mois de septembre-octobre l'année prochaine et qui va regrouper cette fois-là pas que les îles du Pacifique, mais la vision du président de la République, elle est beaucoup plus internationale puisqu'il veut regrouper ici en Polynésie française les États des îles, des États qui sont dans d'autres océans, l'océan Indien, l'océan Atlantique. Donc c'est une vision un peu plus large, avec un moment effectivement France-Océanie pour les exécutifs du Pacifique, mais aussi un moment important, puisque ça va durer 24 heures dans les projets en tous les cas. Aujourd'hui, c'est très intéressant, où on va faire parler, où on va écouter, où on va échanger les expériences des autres pays qui aujourd'hui se sont déjà mis en route pour commencer à se protéger, commencer à prévoir l'avenir et mettre en place des moyens pour lutter contre le réchauffement planétaire. Alors, revenons au sujet qui concerne plus directement les Polynésiens et notamment leur pouvoir d'achat. Depuis hier, 1er octobre, le SPIC a augmenté de plus de 3 000 francs. Les cotisations pour la caisse maladie ont baissé. Celles pour la tranche A de la retraite ont augmenté. Mais il y a aussi le tarif de l'électricité qui a augmenté. Concrètement, les mesures que je viens de citer pour améliorer le pouvoir d'achat sont-elles suffisantes alors même que des hausses sont constatées? Vous savez que cette inflation, elle est générale, elle est mondiale, elle est féroce. Dans certains pays, celui que je viens de visiter, les États-Unis, comme la métropole, ici en Polynésie française, c'est inévitable. Nous subissons effectivement les conséquences de cette inflation par les matières premières, par les produits que nous achetons à l'extérieur, mais aussi par les transports. Les transporteurs aujourd'hui nous demandent excessivement, nous affichent des prix excessivement élevés. Donc, nous avons mis en place des boucliers pour essayer de tenter de juguler cette inflation. Et puis, la deuxième préoccupation, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Donc, alors, pour les prix, effectivement, EDT va augmenter ses tarifs bientôt de 6%. Alors que d'EDT nous avait parlé de 26% au départ. Et donc nous avons négocié avec la société. Je voudrais ici reconnaître leur volonté effectivement de ne pas nous écrouler sous des tarifs élevés, non seulement les consommateurs habituels, mais aussi notre industrie polynésienne. Et
Donc, on est tombé d'accord sur les 6% avec les premières tranches qui échappent totalement à cette augmentation. Mais il faut dire que ça va être très compliqué. Sur le pouvoir d'achat, de nos populations, effectivement, c'est la deuxième fois que nous augmentons le SMIC dans l'année, en 2022. Certains se plaignent effectivement du peu d'augmentation, mais je pense aussi aux patrons, je pense aussi aux entreprises qui doivent payer ces salaires. C'est pas évident parce qu'il ne faut pas non plus que de ce côté-là, il y ait une inflation sur les prix affichés dans les services. Ce serait pas bon pour nous du tout. Mais au-delà, j'ai effectivement demandé à ce que nous puissions augmenter rapidement les allocations familiales de nos enfants parce qu'il faut penser à ceux qui n'ont rien du tout. Il y en a qui sont au régime de solidarité, qui n'ont pas de revenus et ceux-là ont besoin de vivre comme les autres. Donc on va augmenter dans un deuxième temps le Moniruo, le minimum vieillesse. Enfin, nous sommes préoccupés tous les jours par donner aux populations les moyens de s'en sortir en maîtrisant les prix et en essayant d'améliorer leurs revenus. Président, l'actualité de ces dernières semaines a également été marquée par des mouvements politiques, des figures du Tapura qui fondent un nouveau parti, d'autres qui quittent la pirogue rouge pour rejoindre d'autres groupes. Êtes-vous confiant pour les territoriales de 2023 ? Oui, je reste confiant. Vous savez, bon, certains parlent de mercato. Bon, j'ai envie de parler de saison, vous savez, ces oiseaux qui changent de nid, voilà, on est dans une saison effectivement où on commence à se rendre compte que ça va être un peu compliqué pour 2023 parce qu'on a perdu les élections législatives, mais je crois que c'est trop facile à chaque fois d'accuser ou le président du parti ou d'accuser le parti lui-même en prenant de telles décisions. Parce que je pense que chacun, nous avons notre rôle à jouer dans une équipe de football, dans une équipe de quoi que ce soit. Chacun doit tenir sa place et chacun doit contribuer à l'effort commun. Sinon, effectivement, on a des défaillances, on a des difficultés à tout le temps gagner parce que c'est ce que veulent les gens, c'est gagner, gagner, gagner. Mais cela ne me sape pas le moral. Je vous assure qu'on sera au rendez-vous. Nous allons préparer ces élections. Nous avons commencé à préparer ces élections. Et je crois qu'effectivement, comme partout ailleurs, cette saison est difficile parce que certains font déjà des calculs, estiment qu'ils vont être sanctionnés, estiment qu'ils ne vont pas être en bonne position pour être élus. Mais pour moi, le souci, c'est ma population. Le souci, c'est l'avenir. C'est notre autonomie. C'est sauver cette autonomie et sauver les moyens pour nos populations. Une dernière question rapidement, Président. Nous sommes contraints par le temps. Vous comptez mener la liste Tapura aux prochaines élections. Le ministère de l'Intérieur va saisir le Conseil d'État sur la légitimité de ce troisième mandat. Oui. Est-ce que vous avez déjà identifié une nouvelle tête de liste ? Non, pas encore. Pas encore. Je mènerai la liste. Je mènerai la liste parce que je suis président du parti. Que je puisse être président ou pas président demain, mais je mènerai la liste, j'irai au combat avec le Tapura Wilatira et on attendra la décision du Conseil d'État. Je crois qu'il doit tomber dans les jours à venir. Effectivement. Merci, Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Athéna.